L'ordre et le chaos sont des notions philosophiques floues, et qui peuvent sembler n'avoir aucun lien avec la vie réelle. Pourtant, le chaos fait bel et bien partie de votre vie, lorsque vous êtes surpris, que vos plans ne se déroulent pas comme prévu, que la mort ou la maladie surviennent. C'est à la frontière entre les deux, que les conseils sur la façon de vivre et de réagir aux événements sont les plus utiles. Sans cela, vous êtes laissé à vous-même et le chaos vous emporte. Un bon conseil vous permet de résister et l'ordre revient. Jordan Peterson les liste pour vous dans son livre « 12 Rules for Life ». Suivez-les, car ils peuvent changer votre vie. Leçon 1. Redressez-vous et bombez le torse, au sens propre comme au figuré. Saviez-vous qu'il y a beaucoup à apprendre des homards? Ils étaient déjà là il y a 350 millions d'années, bien avant les dinosaures. Une espèce aussi ancienne recèle forcément des secrets importants. Chez les homards, 1% de la population a tous les avantages. Les meilleurs endroits pour s'abriter, se nourrir. Les meilleures femelles pour se reproduire. Les autres homards, s'ils ne sont pas d'accord, n'ont qu'à bien se tenir, et ceux qui osent la rébellion sont mutilés ou abattus. Leur vie est un combat incessant pour déterminer leur niveau hiérarchique. Quel est le rapport avec les êtres humains? L'homme est contrôlé par son cerveau primitif. Le cerveau primitif des hommes a les mêmes réflexes. L'homme, au fil de son évolution, et au sens darwinien du terme, n'a pas remplacé le cerveau du homard par le sien, il s'est formé dessus. Ne sous-estimez pas cette part primitive, présente dans votre cerveau, qui vous influence inconsciemment. C'est ce cerveau primitif qui décide quelles hormones contrôlent l'ensemble de votre corps, notamment en fonction de votre position sociale. Vous êtes riche, beau et célèbre? Vous avez du pouvoir? Vous avez de fortes chances de vivre une vie très agréable. Votre cerveau primitif libère des hormones positives en permanence, et vous pouvez envisager sereinement l'avenir. Vous êtes au chômage, pauvre, n'avez ni compétences ni relations? Vous êtes en bas de l'échelle sociale et comme chez les homards non dominants, vous êtes stressé et déprimé. Rien d'étonnant, car votre cerveau primitif libère en permanence du cortisol, l'hormone du stress, afin de faire face aux situations de crise qui peuvent survenir à tout moment. Pressé de toutes parts, vous vivez au jour le jour, ne faites pas de projets et vous consolez avec les rares plaisirs accessibles et souvent destructeurs, comme l'alcool ou la drogue. Même si vous aviez de l'argent, ça ne vous sauverait pas, vous le dépenseriez ou vous feriez avoir par des individus sans scrupules. Par ailleurs, cette situation, sur le long terme, peut vous rendre malade, voire vous tuer relativement jeune. Vous pouvez devenir un dominant. Il est extrêmement important, si vous n'êtes pas dans une bonne situation sociale, de faire croire à votre cerveau primitif que tout va bien. Vous profiterez ainsi de son soutien subconscient et ne subirez pas les hormones du stress qui vous rongent. Pour cela, battez-vous, redressez la tête et changez de comportement. Par exemple, couchez-vous et levez-vous à heure fixe, car votre corps a besoin de régularité. Mangez un petit déjeuner gras et protéiné, sans trop de glucides, votre cortisol chutera. Ne jeûnez pas. Vous avez assez de problèmes comme ça, sans créer un stress supplémentaire. Prenez conscience que le réflexe de soumission sociale que vous avez probablement pris pendant l'enfance n'est pas une fatalité. Redressez-vous et tenez-vous droit. Votre corps influencera votre esprit et vice-versa. Parlez calmement et avec une voix grave. Agissez comme un dominant, même si vous ne l'êtes pas encore. Ceux qui refusent de combattre par faiblesse ou pseudo-moralité seront exploités sans pitié. Celui qui a l'air dangereux n'a souvent pas besoin d'agresser. En vérité, caractère et capacité d'agression et capacité à se mettre en colère sont souvent synonymes. Osez avoir l'air dangereux et revendiquez votre droit d'exister. Leçon 2. Prenez soin de vous-même de la même façon que d'une personne chère. Nombreux sont les malades, même graves, qui ne prennent pas leurs médicaments. Soit ils oublient, soit ils ne les prennent pas convenablement, soit ils arrêtent avant la fin. Par contre, quand il s'agit de leur animal de compagnie, au moindre rhume, au plus petit doute, ils courent chez le vétérinaire. Comment expliquer ce paradoxe? Au fond d'eux-mêmes, ces malades ne pensent pas mériter le traitement qui les guérira. Ils manquent d'amour-propre, ont une perception aiguë de leurs faiblesses et de leurs failles, et inconsciemment, ils pensent ne pas avoir le droit de prendre soin d'eux. Ils aiment leur animal de compagnie plus qu'eux-mêmes. Or tous les jours, des gens malades, dépressifs, en colère, frustrés, font l'impasse sur leurs émotions et vont travailler comme si de rien n'était. Par exemple, lorsque vous prenez l'avion, vous n'avez cure que le pilote ait passé une mauvaise soirée. Vous voulez qu'il fasse correctement son travail. Tout comme lui, ne laissez pas vos émotions négatives prendre le dessus et contentez-vous de prendre soin de vous-même. Ainsi, vous ne donneriez pas des sucettes au dîner à un enfant, même si cela le rend heureux. Vous êtes responsable de son bien-être, et vous devez lui apprendre qu'il n'aura pas toujours tout ce qu'il veut. Alors, pourquoi ne pas faire de même avec vous-même? Ne cherchez pas tout le temps à satisfaire vos désirs, contentez-vous de faire ce qui est mieux pour vous, même si c'est dur ou déplaisant. Par exemple, demandez-vous: quelle carrière me correspond le mieux?
Quel métier serait le plus adéquat en vue de mes compétences? Comment pourrais-je améliorer mon état de santé? Comment pourrais-je apprendre plus de choses et sortir de ma zone de confort? Comment pourrais-je renforcer mon corps? Soyez honnête dans vos réponses et appliquez ces conseils à vous-même. Grâce à cette discipline aimante, vous gagnerez en confiance en vous. N'oubliez pas, faites ce qui doit être fait pour votre bien. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti de l'apparition de nouvelles vidéos. Regardez également ci-dessous dans la description, nous y avons laissé plein de ressources qui vous seront plus qu'utiles. Leçon 3. Entourez-vous uniquement de personnes qui vous veulent du bien. Avez-vous des proches qui semblent avoir un besoin chronique d'aide? Sans doute pensez-vous pouvoir les aider. Malheureusement, dans la très grande majorité des cas, celui qui demande perpétuellement de l'aide est un profiteur, et celui qui veut aider n'a pas conscience de son propre narcissisme et égoïsme. En effet, apporter son aide est une manière de se sentir supérieur. On le voit, les relations que ces personnes entretiennent sont souvent nuisibles. Tout d'abord, parce qu'il est difficile d'aider utilement une personne, car si celle-ci n'a pas la volonté de changer, vous ne faites que retarder le moment où elle sera de nouveau dans le besoin. De plus, la plupart du temps, celui qui demande de l'aide n'a pas échoué des suites d'un événement extérieur, mais parce qu'il a pris le chemin le plus facile, sans se soucier des conséquences. Or ceux qui ne visent pas haut, visent bas et ils ne cherchent pas à s'améliorer. En les fréquentant, vous serez donc tiré vers le bas. Par exemple, ils vous proposeront une cigarette alors même que vous cherchez à arrêter. De même qu'intégrer quelqu'un qui n'aime pas bien travailler à une équipe soudée et efficace pervertira l'ensemble, fréquenter des personnes démotivées vous ralentira. Alors, sachez bien vous entourer. Dès à présent, évitez comme la peste les personnes cyniques et immobilistes. Elles ne font jamais aucun progrès et tournent en rond. Fréquentez plutôt des personnes qui veulent sincèrement votre bien et acceptez leurs critiques, même si elles vous blessent, car de telles relations sont précieuses. Êtes-vous prêt à faire le grand ménage autour de vous? Leçon 4. Ne vous comparez qu'à vous-même, pas aux autres. Aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, peu importe votre intelligence ou vos compétences, vous trouverez toujours quelqu'un de meilleur que vous. Vous aurez beau travailler avec application, vous conserverez ce sentiment d'incompétence face à cette comparaison continue et sans pitié. Pensez-vous dans ce cas que baisser les bras et se laisser aller au cynisme soit la solution? N'oubliez pas une chose très importante, la comparaison est ponctuelle et superficielle. Par exemple, ce n'est pas parce qu'une star de cinéma ou de la chanson est riche, belle et célèbre, qu'elle est plus compétente que vous dans tous les autres domaines, ou plus heureuse. Vous ne savez rien d'elle et la vie est tellement complexe que de tels raccourcis n'ont pas lieu d'être. Chacun a ses problèmes, peut-être plus importants que les vôtres. Le statut social d'une célébrité est certes un avantage indéniable, mais ne suffit pas à supprimer la souffrance, la limitation et la mort, indissociables de la nature humaine. Ainsi, réussite ou échec sont des concepts trop binaires pour expliquer la vie. Plus vous y succomberez, et plus vous serez malheureux. Il est bien plus sage de ne vous comparer qu'à vous-même, à celui que vous avez été, sans prendre en compte la vie des autres. Arrêtez de vous imaginer que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Le bonheur consiste dans le fait d'améliorer sa vie dans l'instant, pas de prier pour un futur plus heureux. La première étape est de vous demander comment améliorer votre journée. Qu'est-ce qui vous gêne le plus? Pouvez-vous agir en ce sens? Même un progrès minime est valide. Par exemple, si vous avez une montagne de papier à traiter qui vous angoisse, commencez par en faire un. Apportez des améliorations dans votre vie par petites touches, et ainsi, progressez régulièrement. Cela vous sera bien plus bénéfique que de déprimer à force de comparaisons injustifiées. Leçon 5. Ne laissez pas vos enfants devenir des monstres. Tout parent a des idées arrêtées sur la façon d'élever ses enfants. Toutefois, il n'est pas inutile de rappeler certains fondamentaux. Quels sont-ils? Posez des limites. Le rôle d'un parent est de fournir à son enfant les meilleurs atouts pour survivre. Or vivre dans le monde, c'est respecter certaines règles. Si vous ne donnez pas très tôt à vos enfants des limites à ne pas dépasser, vous en faites des inadaptés sociaux. Les problèmes surviennent quand les parents, qui craignent de perdre l'amour de leur enfant, cherchent à devenir ses amis. Mais un parent est plus qu'un ami. C'est la référence absolue, celui qui détermine ce qui peut être fait ou non. L'enfant sera très probablement mécontent d'être contraint, mais la découverte des limites lui donnera la sensation d'être en sécurité. Usez de discipline. La paix et la coopération s'apprennent, car elles ne sont pas naturelles. En tant que parent, vous devez donc faire preuve de discipline, et pour y arriver, les sanctions ne sont pas le seul moyen. Mettez à profit ces 4 émotions basiques pour arriver à vos fins. La satisfaction, récompenser un comportement adéquat favorise son renouvellement. L'espoir, faire relire une récompense est un moyen de contrôler autrui. La douleur, elle évite la répétition d'une même situation. Le cerveau traite de la même manière la peine physique,
la solitude et le manque de liberté. Les punitions corporelles ne sont donc pas la seule solution. L'anxiété, elle incite à fuir les situations qui la génèrent. Essayez également de limiter les règles au maximum. Seules les plus importantes doivent être comprises et appliquées, trop de règles tuent les règles. De les faire respecter en utilisant la force le moins possible. Si un regard appuyé suffit, n'élevez pas la voix. D'être deux. Il est difficile et fatigant d'élever un enfant. Être deux parents est un avantage. D'être patient. Pour éduquer un enfant, il faut mettre de côté sa rancœur ou son désir de revanche pour ses actes de rébellion et de provocation. Reprenez le contrôle sur vos enfants, ils vous remercieront plus tard. Leçon 6. Ne vous lamentez pas de l'état du monde et faites le ménage dans votre vie. Lorsque tout va mal, vous avez sûrement tendance à remettre la vie en cause et à vous lamenter. Vous vous demandez: pourquoi la société va-t-elle si mal? Pourquoi personne ne m'aide? Pourquoi faut-il travailler aussi dur pour rien? Le capitalisme ne mène qu'à la souffrance, pourquoi moi? Or le monde et ses limitations n'a que peu à voir avec votre état en cas de problème. Ceux-ci sont le plus souvent la conséquence de votre manque de préparation, vos mauvaises décisions, votre fainéantise, votre absence de motivation ou de discipline. Il faut du courage pour se rendre compte de sa propre responsabilité. Il n'est pas facile de regarder la vie en face et de se dire: ici, j'ai eu tort, ici, j'ai mal agi, ici, je n'aurais pas dû faire cela. Mais une fois que c'est fait, il n'y a qu'un pas pour arrêter de faire ce que vous savez être mauvais pour vous. Vous savez très bien ce qu'il faut faire ou ne pas faire, alors passez à l'action. Grâce à ce comportement, vous découvrirez comment régler les problèmes plus enfouis. De problèmes réglés en problèmes réglés, vous vous débarrasserez de tout le chaos de votre vie et n'éprouverez plus le besoin de critiquer les autres ou les circonstances. Tout deviendra plus simple. Il est extrêmement important de trouver la solution à ces problèmes, car la plupart du temps, ils en apportent d'autres. Par exemple, une voiture que vous n'avez pas fait réviser à temps par négligence peut vous lâcher au pire moment. Ce sont ces problèmes annexes qui compliquent inutilement votre existence. Traitez les problèmes principaux dès qu'ils apparaissent et tout ira mieux. Arrêtez de vivre une vie inutilement compliquée. Leçon 7. Recherchez ce qui a du sens et non ce qui est désirable. La mort est inévitable et la vie source de souffrance. Pourquoi alors ne pas aller au plus facile et satisfaire ses désirs sans se soucier des conséquences morales? Profitez au maximum de la vie et puis mourir. Nombreux sont ceux qui pensent ainsi, et il est difficile de leur donner tort. Pourtant, les hédonistes de ce genre ne sont pas heureux, car le plaisir et la satisfaction de l'esprit ne sont pas la même chose. En effet, l'homme a besoin de s'améliorer, de se dépasser, de découvrir de nouvelles choses et de nouveaux territoires. Or pour y arriver, faire ce qui est facile et attirant ne suffit pas. En cherchant à satisfaire vos moindres désirs, vous tournez en rond, car c'est un cercle sans fin. Vous n'évoluez pas et finissez fatalement par régresser. Ainsi, seul ce qui donne un sens à la vie mérite un investissement. D'ailleurs, sacrifier ses plaisirs immédiats pour un meilleur futur est ce qui caractérise l'homme. Or travail et sacrifice dérivent du même mot latin, car travailler, c'est construire le futur. Les meilleurs d'entre les hommes se sacrifient pour obtenir ce qui a du sens, même s'ils doivent supporter conflits et souffrances pour y arriver. Les religions et courants philosophiques le disent autrement: à quoi sert de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Gagnez du temps, apprenez des hommes qui ont déjà réfléchi à ces questions, et ne sacrifiez jamais ce qui fait votre vie à des plaisirs futiles. Leçon 8. Dites toujours la vérité, ou du moins, évitez de mentir. Il est évident que tout le monde ment et manipule. La question est, pourquoi? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette pratique? Celui qui manipule le fait, car il est persuadé que ses connaissances actuelles sont suffisantes pour prédire le futur immédiat et ce qui va se passer. Ce résultat ne lui convient pas et qu'il doit intervenir. En d'autres termes, il pense pouvoir changer le cours des choses en sa faveur. Toutefois, ce désir de plier le monde à sa volonté se heurte à des oppositions philosophiques majeures. Le résultat si ardemment recherché pourrait tout à fait ne pas être le bon. Le bien et le mal sont liés, il est possible de passer de l'un à l'autre sans le prévoir. Ceux qui manipulent s'imaginent pouvoir distordre le monde. Mais le monde est complexe et résistant, il ne se plie pas aussi facilement au désir d'un seul homme. Celui qui pense tout savoir n'apprend rien. Il n'est pas ouvert à ce qu'il ne connaît pas, et donc, ne progresse plus. Ainsi, celui qui passe son temps à manipuler passe à côté d'un élément essentiel, l'humilité qui lui permet de faire face aux événements avec sincérité. Cette humilité apporte sagesse et connaissance, alors que celui qui manipule n'obtient bien souvent que frustration et problème. Car la manipulation est une forme de mensonge. Or le problème principal du mensonge et donc de la manipulation est que chaque fois que vous l'utilisez, il s'immisce toujours plus dans votre vie, sans même que vous en ayez conscience. Par exemple,
Si vous dissimulez une erreur à votre patron par peur de représailles, vous prendrez peut-être l'habitude d'en dissimuler d'autres, jusqu'à ne plus admettre vos erreurs. En rentrant chez vous, vous ferez peut-être de même avec vos proches, et finalement, toute votre personnalité risque de se modifier. Au contraire, la vérité libère. Chaque événement qui ne se passe pas comme vous le voulez, est un moyen d'affirmer un peu plus où vous désirez aller. Vous n'avez plus besoin ni de manipuler ni de mentir, juste de dire la vérité. Par exemple, si vos parents veulent à tout prix que vous fassiez de longues études, mais que cela ne vous intéresse pas, vous devez avoir le courage de les affronter et de leur dire la vérité, quelle que soit leur déception et éventuelles répercussions. Si dans votre couple, quelque chose vous gêne, dites-le franchement. Si vous faites une erreur au travail, admettez-la, quelles qu'en soient les conséquences. Car finalement, ce que vous êtes est la somme de tous vos actes. Qui voulez-vous vraiment être? Que voulez-vous faire? Où voulez-vous aller? Quel impact voulez-vous avoir sur le monde? Osez être vous-même sans compromis. Ce faisant, vous n'aurez plus besoin de mentir et de manipuler pour arriver à vos fins. Leçon 9. Apprenez à écouter. Chaque être humain est unique et limité. Bien que tout le monde vive la même chose, chacun a une vision différente. Ainsi, sur 100 personnes qui vivent un événement, toutes auront une expérience et un souvenir différent. Personne ne peut connaître la réalité dans sa totalité. De fait, écouter les autres permet d'avoir une vision différente de votre conception habituelle du monde. Mais écouter convenablement n'est pas si facile, c'est un art qui s'apprend. Écouter semble être une action passive, mais en fait, cela demande de la réflexion, car écouter, c'est réfléchir. En effet, celui qui écoute découvre des points de vue différents du sien, et cette différence est la condition première d'une réflexion efficace. Il ne peut y avoir de réflexion valable sans confrontation de points de vue. De son côté, celui qui est écouté a la possibilité d'affiner sa propre réflexion pour la rendre intelligible et claire. Ce travail de synthèse permet de résoudre les problèmes. Devenez un bon auditeur grâce à ces quelques techniques. Reformulez ce que dit votre interlocuteur jusqu'à ce qu'il soit satisfait que vous ayez bien compris sa pensée. N'interrompez que si c'est nécessaire. Si vous trouvez la conversation ennuyeuse, c'est que vous n'écoutez pas, car tout le monde donne des détails intéressants à celui qui écoute vraiment. Évitez toute forme de mise en avant. N'essayez pas de prouver que vous avez raison, que vous êtes plus fort ou que l'autre a tort. Cherchez ensemble une solution sans penser que votre position initiale sur le sujet est a priori la bonne. N'oubliez pas que la vraie connaissance consiste non pas à savoir, mais à chercher à en savoir plus. Leçon 10. Soyez précis dans ce que vous dites. Quel est le point commun entre un ordinateur trop cher qui devient obsolète après 2 ans, l'attentat des tours jumelles et la découverte d'un adultère? Tout simplement, la réalisation que ce qui était n'est plus, alors que rien n'a fondamentalement changé. Cette révélation survient quand les ramifications qui ont mené à ces événements n'ont pas été comprises, par manque de précision. Par exemple, vous avez acheté un ordinateur trop cher parce que vous avez sous-estimé le fait que l'ordinateur n'était qu'un élément. Or c'est l'ensemble du réseau et des applications qui forment le vrai ordinateur d'aujourd'hui. Ainsi, l'attentat des tours jumelles est arrivé, car les responsables ont sous-estimé la baisse de l'influence américaine sur le monde, et le manque de coopération des agences gouvernementales. De même, un adultère survient quand les problèmes de couple ne sont pas explicités, et que les partenaires font comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Traiter un problème avec précision, c'est déjà admettre qu'il existe. Ne pas le faire semble plus confortable à court terme, mais c'est le moyen le plus sûr de ne rien résoudre du tout. Par exemple, dire « je ne suis pas heureux » est bien mieux que de tenter de donner une image de soi positive. Préciser, c'est simplifier. Face à une situation ou un problème complexe, face à l'incertitude, seule la précision permet d'avoir prise sur la réalité. Une fois que vous êtes précis, vous pouvez agir. Si vous ne l'êtes pas, vous vous perdez dans l'océan des possibilités et incertitudes. Ainsi, quand vous parlez, essayez toujours d'être le plus précis possible, quant à ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous faites et où vous voulez aller. Et tenez-vous-en à ce que vous avez dit, vous aurez toujours le temps de réajuster votre tir avec la même précision. Leçon 11. N'efféminez pas les hommes. De plus en plus de femmes font de longues études, accèdent à des postes à responsabilité et gagnent beaucoup d'argent. En parallèle, le nombre d'hommes au même poste diminue de plus en plus. Il est aujourd'hui difficile pour un homme d'avoir un revenu, une éducation, une confiance, une intelligence, une dominance et une position sociale de meilleure qualité qu'une femme. Quelles en sont les conséquences? Les sociétés industrialisées commencent à avoir de gros problèmes de couple. En effet, les femmes recherchent principalement des hommes qui soient leur égal, ou qui puissent faire peser dans la balance quelque chose qu'elles ne peuvent pas apporter. Elles ne veulent pas d'hommes enfants et immatures. Or même en l'absence de statut équivalent, des qualités masculines marquées par exemple, agressivité, protection, décision, courage,
résistance pourrait être recherchée à des fins de procréation. Mais même ces qualités se retrouvent de moins en moins chez les hommes. Pourquoi? C'est principalement la faute des parents, et surtout des mères. La compétition et l'agression sont normales chez les adolescents. C'est un comportement tout à fait sain. De se mettre en danger. D'être déraisonnable. De chercher ses limites, parfois même au péril de sa vie. Or quand un adolescent conteste l'autorité, ce n'est pas seulement pour s'affirmer, mais aussi pour tester cette autorité et déterminer si elle sera fiable en temps de crise. Mais les mères n'acceptent pas ce comportement et font tout ce qui est en leur pouvoir pour l'éradiquer. Ce faisant, elles apportent la sécurité à leurs fils, mais également la dépendance. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de grandir comme des hommes, les garçons restent des garçons. Le pire service que peut rendre une mère est donc de surprotéger son enfant. Les hommes faibles connaîtront nombre de frustrations, non seulement avec les femmes, qui ne voudront pas d'eux, mais aussi avec les autres hommes, qui ne les accepteront pas parmi eux. Ils deviendront dès lors un danger pour eux-mêmes et les autres. Alors, n'efféminez pas les hommes, car la virilité est peut-être leur dernier atout. Leçon 12. Apprenez à profiter de l'instant. Les êtres humains passent leur temps à faire semblant d'être meilleurs qu'ils ne le sont. Mais ce sont vos limitations et vos défauts qui vous rendent unique. Celui qui vous aime vraiment ne vous aime pas malgré vos défauts, mais à cause de vos défauts. Par exemple, la franchise Superman a bien failli disparaître après que celui-ci soit devenu trop fort. Les lecteurs ne voyaient pas l'intérêt d'un homme totalement invincible. Il faut donc apprendre à vivre en supportant de bonne grâce ses limitations et en mettant à profit les bons moments, car il y a un temps pour tout. Ainsi, lorsque vous êtes au fond du trou, ce n'est pas le moment de faire des plans sur la comète sur votre vie future et de stresser. Attendez d'être heureux et détendu pour y réfléchir, vous serez plus efficace. Au contraire, dans les moments de doute, combattez avec courage et allez de l'avant sans réfléchir à demain. Par exemple, si votre enfant est gravement malade, il devient impossible de juger de votre vie et de la sienne. Dans ces moments, le chaos règne et le seul moyen d'apporter de l'ordre est de passer outre. Cela ne veut pas dire tout voir en noir, vous pouvez continuer à apprécier ce qui arrive sans prévenir. Par exemple lorsque vous marchez dans la rue et que vous voyez un beau chat. Vous pouvez tenter de le caresser, mais vous ignorez s'il va fuir, vous ignorez où se laisser faire. Mais s'il se laisse faire, profitez du moment. L'inattendu est partout, il faut apprendre à en profiter même si le cœur n'y est pas, car finalement, c'est ce qui donne sa saveur à la vie. En conclusion, posez-vous toujours les bonnes questions, même si les réponses ne vous plaisent pas. Reconnaissez vos erreurs et tâchez de faire un peu mieux chaque jour. Choisissez une direction judicieuse à donner à votre vie et concentrez-vous ensuite sur le moment présent, l'ici et maintenant, en restant fidèle à vous-même.